Je me présente d'abord, c'est le docteur Me Marie. presento, soy el doctor Marie. J'ai le plaisir de participer à la deuxième session sur la co-infection VIH-Sida dans la région des Caraïbes et l'Amérique latine. Et j'aurai à vous présenter d'abord des informations sur la session elle-même et sur le personnel, l'équipe de recherche et les scientifiques, les médecins qui auront à présenter et débattre du sujet de la co-infection VIH-TB. Et nous aurons aussi des panélistes dirigés par le docteur Pape qui interviendront sur le même sujet durant une trentaine de minutes. Et je tiens à vous rappeler que les participants sont actuellement sous silence, sont gardés sous silence et auront à s'introduire de façon interactive en écrivant dans la boîte au niveau de l'écran, à droite de l'écran. Nous vous prions alors d'inscrire votre prénom et nom et l'organisation que vous représentez et votre pays d'origine. Aussi, nous vous prions d'utiliser ce temps et cette opportunité d'apprendre à vous connaître avec vos collaborateurs que peut-être vous n'avez pas encore rencontrés et d'échanger des idées. Et notez aussi qu'il y aura une interprétation, donc une traduction qui se fera de façon simultanée en anglais, français et en espagnol. Prenez le temps de choisir donc la langue qui vous convient dans les présentations, durant les présentations et discussions. Pour ceux parmi vous qui présentent de la République dominicaine, les sessions seront en espagnol. Nous saisissons cette opportunité afin de remercier spécialement le VIV Healthcare, le Merck Sharp & Dohme et Gilead Sciences pour leur support à la réalisation de cette réunion virtuelle et rendre ainsi possible cette rencontre scientifique. Aussi, à cause de votre participation, nous tenons à vous signaler qu'à cette réunion, à ce symposium, vous aurez l'opportunité d'obtenir 1 an de membership à l'AES gratuitement. Cette application sera activée une fois que vous aurez rempli l'application qui est à votre portée et qui sera à votre portée à la fin du symposium et activer la boîte à l'écran. Vous allez devoir activer la boîte à l'écran dédiée à cet effet et obtenir votre membership pour une période de 1 an. J'ai aussi le plaisir d'introduire aujourd'hui tout d'abord le docteur Bernard Liotto, médecin, coordonnateur à l'hôpital CHU, région coopération pour le sida. Il est aussi le responsable de la formation au Centre Guesquio et cofondateur des Centres Guesquio. Il nous présentera et nous fera les recommandations de l'atelier de l'AES, le symposium qui a été réalisé en Haïti la dernière fois en 2018. Par la suite, nous aurons le plaisir d'introduire le docteur Maria Rodriguez, médecin, attaché au programme national de contrôle de la tuberculose en République dominicaine, qui nous présentera les nouvelles recommandations sur la tuberculose et particulièrement la tuberculose multirésistante. Par la suite, on introduira le docteur Eduardo Botuzo, professeur émérite de l'Université Peruana Cayetano Heredia de Pérou, qui présentera sur la co-infection VIH-TB dans la région et particulièrement en Amérique latine et au Pérou. Enfin, on aura le docteur Pape, directeur des Centres Guesquio, qui va modérer un panel de 5 médecins et qui nous entretiendra et discutera aussi de la co-infection VIH-TB. Permettez-moi de prendre un temps et mentionner et porter à votre attention
une notion particulière sur les problèmes, les challenges que confronte encore la région malheureusement et qui prévaut en Haïti, mon pays d'origine, et le rôle de quand même la persévérance de l'équipe du Guestio dont je suis fière de représenter et qui croit que cette situation malheureuse et difficile en Haïti a pu se mettre ensemble et pour nous faire une revue de la tuberculose et du VIH en Haïti. C'est encore une preuve que cette équipe est formidable et qu'elle a une résilience particulière, qui croit que cette période difficile de notre vie a pris la tâche de se mettre ensemble et pour vous présenter un travail particulier que nous réalisons en Haïti. Et tout ceci sera partagé avec nous durant ce symposium, malgré les multiples difficultés que nous rencontrons actuellement dans notre cher pays. Alors, merci à tous et je vous souhaite en mon nom propre et au nom des organisateurs, de ce symposium, une bonne session. Merci. Les 27 et 28 novembre 2018, s'est tenu à Port-au-Prince un atelier post-conférence succédant à la grande réunion IAS de Mexico. Cet atelier s'adressait à Haïti et à l'ensemble de la Caraïbe. L'atelier s'intitulait « Sciences et communautés caribéennes dans la réponse au VIH ». Les objectifs étaient d'abord de revoir les statuts du VIH et de la tuberculose dans la région et, à la lumière des enseignements de la conférence de Mexico, d'évaluer la faisabilité d'implanter de nouvelles stratégies pour améliorer la rétention en soins, promouvoir la PrEP parmi les populations clés et enfin, améliorer la prise en charge de la co-infection VIH-TB ainsi que la prise en charge de la tuberculose multirésistante. Nous soulignons les analyses et recommandations faites pour la prise en charge de la tuberculose et de l'infection VIH. Un panel de discussion s'était réuni sur ce thème sous la présidence de Jean-William Pape. La réflexion était organisée autour des points suivants. Augmenter les capacités de diagnostic de la tuberculose, intégrer le dépistage de la tuberculose avec le dépistage initial du VIH, rompre la limitation régionale d'accès au nouveau traitement de la tuberculose multirésistante. Parmi les problématiques et défis analysés, il y a d'abord le constat de succès de 78% du traitement de MDR-TB dans un site pilote en Haïti. L'efficacité de la double dose de dolutegravir chez les co-infectés VIH-TB. La couverture encore trop limitée du traitement préventif de la tuberculose. La persistance de la tuberculose dans le top 10 des causes de mortalité dans la Caraïbe. Le déficit d'intégration des stratégies de prise en charge de la tuberculose et du VIH et des recours à la radiographie, au GeneXpert Ultra. Après les discussions, le panel a émis plusieurs recommandations. Prioriser toutes les interventions permettant un diagnostic précoce de la tuberculose et du VIH. Rassembler tous les secteurs de la société autour de la prévention de la tuberculose. Augmenter substantiellement le dépistage à domicile des cas contacts. Investir dans la dissémination des appareils de radiologie. Investir davantage dans les machines GeneXpert, développer les procédures de dépistage en prison, introduire dans les curricula des écoles de médecine et de soins infirmiers des recommandations contre la propagation de la tuberculose, mieux intégrer les programmes nationaux de prise en charge de la tuberculose et du VIH. Au total,
Cet atelier a été très riche en enseignements et il a permis une large diffusion des enseignements qui avaient été apportés à la conférence IAS de Mexico. Merci de votre attention. Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a participar. Bonjour, merci de m'avoir invité à participer à ce symposium. Nous allons parler des nouvelles recommandations pour le traitement de patients atteints de tuberculose et VIH et de la pharmacorésistance face à la tuberculose. Dans cette présentation, nous parlerons du traitement sensible à la TB, les schémas recommandés et nous ferons quelques conclusions. Comme tout le monde le sait, le traitement pharmacologique de la tuberculose se fait à partir de la découverte de la streptomycine en 1943, lorsque l'on a commencé à utiliser ce traitement. À travers le siècle dernier, on a découvert de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments et on a compris qu'il fallait associer les médicaments. Et à partir de l'année 1980, on utilise un schéma de base standardisé avec plusieurs médicaments que vous voyez ici sur l'écran et pendant un siècle, donc 80, il a fallu presque un siècle de développement et à ce moment-là, 3 nouvelles molécules apparaissent pour le traitement de la tuberculose, à savoir la bétachyline, le prétomanide et la délamanide. Nous allons voir comment nous utilisons ces molécules maintenant dans le cadre du traitement. Pour la première ligne, les recommandations en vigueur sont des recommandations du guide de l'OMS, mises à jour en 2017, dans lesquelles on maintient un traitement standard de 6 mois avec le HRZE et le RH. Et il y a eu des recommandations qui ont été faites pour 4 mois. Et à partir de là, on a éliminé et on a suivi la recommandation de l'utilisation de médicaments intermittents et on a recommandé le régime de catégorie 2 qui utilisait la streptomycine pendant la première partie du traitement. En ce qui concerne le VIH et sa prise en charge, ce guide maintient l'utilisation des ARV chez les patients atteints de VIH et de TB. Quel que soit le compte de CD4, on met l'accent sur le lancement du traitement contre la tuberculose, suivi de l'ARV pendant les prochaines semaines et on recommande les recommandations qui ont été faites concernant le régime prolongé de 8 mois a été préféré. On recommande le régime standard pour les patients atteints de VIH. Dans ce guide, il y a aussi un grand nombre de recommandations portant sur le soutien des patients et leur prise en charge que nous n'allons pas détailler aujourd'hui pour une question de temps. Ensuite, cette année, à partir du mois de juin, on a publié dans ce journal de médecine l'étude 31 kétones NEC, aléatorisée multinationale ouverte et contrôlée, et auxquels ont participé des pays, différents pays d'Amérique latine, comme le Brésil, le Pérou, et d'Amérique, les États-Unis. On a essayé de démontrer l'efficacité de ces traitements pour la tuberculose et on a démontré qu'avec ce régime de 4 mois, rifapentine et moxifloxacine, on avait un résultat qui n'était pas inférieur, un résultat efficace. Face à la publication de cette étude, l'OMS a convoqué le groupe de révision du guide pour se focaliser sur les résultats du schéma qui avait été présenté
et qui avait été qui montrait 4 mois avec la rifapentine. Et après sa révision, on a reconnu que cela pourrait être une alternative pour les pays comme traitement plus court qui pourrait être suivi par les patients. Cependant, ce schéma a certaines limitations concernant les coûts, surtout pour sa mise en œuvre, et tous les patients devraient avoir accès à des tests moléculaires et le coût de ce traitement standard est de $50. Donc, les coûts sont assez élevés et seulement la moxifloxacine et la rifapentine coûtent plus de $20. Outre cette révision qui a été faite et qui a été présentée lors de cette communication, l'OMS analyse le guide dans sa totalité et il est probable que l'on aura des détails à la fin de cette année 2021. Dans le cadre de la tuberculose pharmacorésistante, le guide de 2020 contient un manuel opérationnel qui est très utile pour la mise en œuvre du traitement et de ses recommandations. On propose, par exemple, on présente des publications de la décennie passée et on indique que pour prendre la décision du schéma de traitement pour les patients, pour ce type de patients, il y a des considérations clés qui sont l'accès aux preuves de susceptibilité, de sensibilité à certains médicaments. Il y a des susceptibilités prolongées à la rifampicine et la fluoroquinoline, la gestion de la sécurité, la prestation de soutien aux patients, la gestion des comorbidités et bien sûr les options qui sont à la disposition des pays. Et les schémas de traitement sont abordés dans 4 chapitres. Le schéma pour la tuberculose résistante à la isoniazide, le schéma oral pour la bétaquiline et pour la tuberculose avec des tuberculoses pharmacorésistantes. Le schéma pour la tuberculose résistante à l'isoniazide, chez ces patients, la recommandation est un traitement avec de la rifampicine, éthambutol, pyrazinamide et levofloxacine pendant 6 mois. On ne recommande pas d'ajouter de la streptomycine ou d'autres médicaments injectables au schéma de traitement, ce qui donnerait 6 mois de REZ LFX. Et regardez ici que on met entre parenthèses le H parce que ce médicament, en réalité, comme les combinaisons sont faites pour 6 mois, on ne le donne pas aux patients pour améliorer la facilité, mais il faut tenir compte du fait que pour pouvoir utiliser ce médicament chez un patient, le résultat de la sensibilité à la quinolomine doit être fait et avant de commencer le traitement, parce que sinon, si on l'introduit alors que le patient l'utilise depuis plusieurs semaines, utilise depuis plusieurs semaines des médicaments de première ligne seulement, on pourrait créer des résistances. L'utilisation du schéma oral pour la TBRR pour un traitement de 9 à 12 mois, on le recommande chez des patients qui ont des TB-MDR-RR confirmés, qui n'ont pas été exposés à plus d'un mois de traitement des médicaments de deuxième ligne et chez qui on exclut la résistance à la fluoroquinolone. Ce sont des modifications du schéma qui avait été approuvé avec l'injectable en 2016, pour lequel en Afrique du Sud, on a commencé à traiter les patients et on avait fait des modifications
on avait modifié par la bédaquiline, mais on avait gardé le reste du traitement tel quel. Ce schéma représente des inconvénients, par exemple le fait que ces médicaments qui composent ce traitement n'ont pas toujours démontré être tous efficaces et on constate des patrons de résistance dans les pays qui faisaient qu'on ne pouvait pas utiliser ce schéma. Et l'OMS a fait à ce moment-là un travail pour faire un remplacement. Mais à cette époque-là, on n'avait pas suffisamment de médicaments pour recommander cette modification. Donc, l'OMS demande aux pays de faire des recherches opérationnelles avec des schémas de traitement qui contiennent ces nouveaux médicaments et pour voir les résultats obtenus et voir s'ils peuvent faire cela de cette manière. Dans la région, il y a plusieurs pays qui ont des protocoles déjà en place pour ces nouveaux médicaments et pour ces traitements courts. Ici, il faut parler de l'interaction, des interactions, et ce sont des traitements qui doivent être, des interactions qui doivent être prises en place pour le métabolisme hépatique parce qu'il y a une interaction avec d'autres médicaments qui vont inhiber ou qui vont induire le citropomo P450 et donc il faut en tenir compte. Et dans le cas du VIH, il y a d'autres rétroviraux qui ont aussi cette capacité. On recommande donc, c'est une recommandation importante, que lorsque les patients sont co-infectés, que les patients changent l'antirétroviral dans le cas de l'épavir. Le choix des médicaments individuels, le place dans les tableaux de la deuxième ligne, c'est basé sur la méta-analyse de données de patients individuels à partir de 2018, dans lequel on a inclus 13 104 dossiers de 53 études réalisées dans 40 pays. Et donc, on a inclus un ensemble de données publiées en Afrique du Sud pour des patients traités avec de la bêta-quiline et cela a été donc analysé en fonction de l'étude de l'année 2013. Dans ces analyses, on a analysé les rechutes, le succès du traitement. On a vu une association positive avec l'utilisation de l'inésolide, lévofloxacine, carbépénem, mofixfloxacine, bédaquiline et clofazimine et une association significative entre la réduction de la mortalité et l'utilisation de l'inésolide, lévofloxacine, moxifloxacine et bédaquiline en comparaison avec les schémas sans aucun médicament injectable. La micacine a fourni des bénéfices modestes, mais la kanamycine et la capreomycine ont été associés avec des résultats pires. Les médicaments restants ont été associés avec une légère amélioration des résultats. Maintenant, les résultats de cette méta-analyse, les médicaments de deuxième ligne, ont été regroupés en 3 groupes. La quinolone, qui est dans le groupe A, dans le groupe B, la clofazimine et la cyclocérine, et le reste dans le groupe C. Il faut dire que la position dans ce groupe C est due à son utilité. Son utilité a été démontrée, mais la difficulté pour sa mise en œuvre, pour son utilisation, puisqu'il doit être injecté tous les 12 heures, a fait qu'on l'a placé dans ce groupe C à cause de cette difficulté d'administration. La composition des schémas et les recommandations pour les patients qui suivent des schémas prolongés doivent être inclus. On doit inclure 3 médicaments du groupe A et au moins un médicament du groupe B pour assurer que le traitement commence avec au moins 4 médicaments contre la tuberculose et arrêter la bédaquiline au bout de 6 mois, donner ensuite 3 médicaments pendant le reste du traitement. Si on ne peut pas utiliser les 3 du groupe A, on devra utiliser les 2 médicaments du groupe B et les groupes
un médicament du groupe C pour compléter les 4 médicaments qui sont nécessaires. La durée de ce schéma qui a été recommandée est de 18 mois à 20 mois. Et la 4e séance portait sur le traitement avec bétaquiline, prétonamide et linisolide. Et les recommandations sont que ce schéma peut être utilisé sous contrôle pour des patients avec une TB multirésistante et qui sont résistants à la fluoroquinoline et qui n'ont pas eu d'exposition préalable à la bétaquiline ou au linezolide ou qui ont été exposés seulement pendant moins de 2 semaines. Ces considérations doivent être faites sous recherche, bien sûr. En résumé, avant de commencer le schéma coupé et complètement oral avec la bétaquiline, il faut avoir accès aux tests rapides de sensibilité aux médicaments, notamment pour exclure la résistance à la fluoroquinolone. Les modifications du schéma et oral qui contiennent la bétaquiline emploi des médicaments de 2e ligne du groupe prioritaire doit être évalué sous condition de recherche opérationnelle pour établir l'efficacité, sécurité et la tolérabilité. Tous les traitements doivent être administrés conformément aux normes de l'OMS, soutien du patient, consentement informé, principe de bonne pratique clinique, pharmacocontrôle actif et supervision régulière des schémas. Et en conclusion, je dirais que tous les patients atteints de TB-MDR ou TB-RR, y compris ceux qui ont une résistance au fluoroquinolone, peuvent tirer profit de ces schémas efficaces de traitement complètement oral, qu'ils soient coupés ou prolongés, et appliqués dans les conditions programmées. Merci beaucoup. Hola, soy el doctor Eduardo Gotuso y voy a tocar rápidamente los conceptos más. Bonjour, je suis le docteur Eduardo Gotus. Je vais aborder les thèmes les plus importants concernant la tuberculose, qui est une maladie guérissable, mais il y a 100 millions de personnes qui sont mortes de tuberculose au XXe siècle. Le Pérou se trouvait entre les 22 pays avec l'incidence la plus élevée de TB jusqu'en 2002. Et c'est le pays de l'Amérique qui a le plus grand nombre de cas. L'Organisation mondiale de la santé a signalé chaque année les personnes qui tombaient malades et on voyait le décès de presque 2 millions de personnes par an. Et dans ce groupe, il y avait 400 000 personnes qui mouraient parce qu'elles souffraient de HIV plus tuberculose. Donc, on mettait l'accent sur cette co-infection. Et il faut s'en souvenir, la tuberculose peut être prévenue. On peut utiliser un masque, on peut isoler la personne, on peut faire un traitement rapide et efficace. On peut bien sûr faire une prophylaxie dans des groupes à risque. La première prévention concerne à utiliser le vaccin BCG. Nous savons tous que le BCG réduit dans toutes les études, réduit la tuberculose pulmonaire. Et c'est très important pour renforcer. On a vu dans diverses études que le BCG prévient la tuberculose pulmonaire. Pourquoi a-t-on recherché sur la tuberculose? Nous avons utilisé une méthode de diagnostic de plus de 100 ans, à savoir, c'était la preuve importante, la réaction de Mantoux. Il n'y a pas d'autres drogues qui aient été découvertes il y a plus de 50 ans. Et ce n'est que dans la dernière décennie qu'on a vu apparaître 2 drogues qui sont apparues. En plus de cela, la prévention est très économique. Cependant, la tuberculose MDR commence à être très chère pour les patients et la tuberculose ultra-résistante est encore plus chère par patient. Un patient qui n'est pas traité transmet sa maladie entre 20 et 40 personnes traitées par an. Un patient qui a une deuxième rechute dans les 5 premières années aura peut-être une TB-MDR et c'est une question où l'on voit mourir un nombre très élevé de personnes, alors que la tuberculose produit la mort de 2 personnes, 2%, 20% des TB-MDR et 60% de TB-XDR.
Il y a eu des traitements avec 5-6 drogues pour TBC-MDR entre 18 et 24 mois, une faible tolérance et une forte nombre d'effets nocifs. Ces deux épidémies qui sont coexistantes provoquent une tempête parfaite. Le HIV est un élément très important pour cela. On reconnaît maintenant que la tuberculose produit des infections nosocomiales, qu'elle accroît le nombre de cas dans de nombreux pays et il y a un accroissement chez les patients ayant VIH. Les patients ayant VIH ne transmettent qu'au personnel de la santé la tuberculose. C'est la seule maladie infectieuse que nous pouvons attraper. Il y a aussi des apparitions des TBR nosocomiales. Nous l'avons vu dans plusieurs régions depuis qu'on a vu apparaître le VIH. On voyait comment le VIH était associé à des poussées dans des hôpitaux de BDR, non seulement en Floride, à New York, en Espagne, en Argentine. La plupart d'entre eux, c'était des personnes qui étaient infectées. Et à l'époque où il n'y avait pas de traitement, le taux de mortalité était très élevé et dans très peu de temps, très peu de semaines. L'une des questions importantes est que le VIH est le facteur le plus important pour développer une TB. Lorsque l'on a une tuberculose sans infection, on a un risque de 7 à 10% toute la vie si on n'a pas de VIH. Mais si on a le VIH, on a un risque d'entre 7 et 10%. Et la moitié d'entre eux vont avoir la maladie. Il y a aussi un problème de réinfection. On voit apparaître une réinfection très élevée et le risque de mort est de 2 à 4 fois plus grand chez des patients souffrant de VIH. Nous savons que la tuberculose augmente la réplication du VIH de manière remarquable et qu'il accroît la charge virale et la diminution de CD4. Il accroît la vitesse de progression vers le sida et il augmente la mortalité. C'est évidemment un facteur très important. Comment pouvons-nous faire pour prévenir cela? Nous savons que lorsque nous faisons un PTB positif avec 5 mm ou plus, il y a un grand avantage. Cependant, lorsque le PTB est négatif, il n'y a pas d'avantage. Donc, la chimioprophylaxie, l'utilisation d'isoniazid pendant 6 mois chez ces patients est très importante. Nous avons signalé il y a 1 an et demi avec Lucia González Fernández qu'il y a beaucoup d'occasions de prévenir la tuberculose. Et l'une d'elles, qui n'a pas été mise en œuvre en Amérique latine, pas très souvent, c'est l'utilisation de l'isoniazid. Un autre point important est le suivant. Lorsque vous voyez un patient et nous avons utilisé seulement l'examen des crachats, cela demande d'avoir 10 000 bacilles pour 1 centimètre cube de crachats. Donc, pendant les premières semaines, les patients peuvent faire des examens de crachats qui sont négatifs. Et c'est pourquoi il est très important de développer ce gène expert. C'est une méthode simple, moléculaire, ayant des caractéristiques très simples. Il est produit ici. Et le lecteur permet d'abord de détecter, ensuite voir s'il y a une résistance. Et cela se fait sur 2 heures. Nous avons fait partie de cette première publication et nous en sommes très heureux. C'est l'une des grands progrès pour la tuberculose au cours des 10 dernières années. Nous avons essayé cela avec des patients souffrant de VIH et cela nous a donné de très bons résultats. Nous avons travaillé avec 131 patients avec une forte probabilité de trouver une tuberculose, une sensibilité de presque 98% et une spécificité de presque 98%. Donc, c'est très important, ce système, dans des patients VIH. En Amérique latine, on reconnaissait il y a des années la proportion de TB des patients VIH qui avaient la tuberculose. Et vous voyez que les chiffres sont très élevés, qui vont de 2% à 35% au Pérou. Ce n'est pas la même chose de dire qu'il y a des patients dont on a un diagnostic de TB ont un VIH derrière. C'est un chiffre qui va de 2 à 5%, aussi bien en Argentine qu'au Brésil et en différents pays. Mais lorsque l'on voit les patients qui ont VIH, c'est ce qui arrive souvent. Et ce que l'on sait pour un tiers des personnes souffrant de HIV
et elles peuvent être infectées par la tuberculose. Il arrive environ 1 million de cas de personnes infectées partout dans le monde. Ces patients doivent être évalués constamment. Un autre point notable et qu'il faut considérer, c'est que la possibilité de développer une tuberculose concerne les CD4 lorsque l'on donne le traitement. Plus tard nous commencerons cela, moins aura un risque, le risque de développer une tuberculose sera plus grand. Et cela a été reconnu lorsque nous avons commencé à utiliser une thérapie antirétrovirale hautement active. Le fait d'avoir une tuberculose commence à se réduire aussi bien en Afrique du Sud que dans les pays développés ou non développés. Le chiffre commence à décroître. C'est un deuxième message important. Et cela a été fait aussi au Brésil. Il y avait 11 000 personnes HIV et le risque de développer une tuberculose lorsque l'on donne de l'isoniazide de manière appropriée se réduisait de 4 à presque 1,2. Mais lorsque l'on donnait le traitement, les antirétroviraux et l'isoniazide en même temps, le résultat était bien meilleur. On peut prévenir avec l'isoniazide, on peut faire un diagnostic rapide par un TTO en gène expert. On doit commencer avec la thérapie ART aussi rapidement que possible. Le Targa, il faut utiliser un traitement rétroviral pour réduire l'apparition de la tuberculose. Pour ce qui est des facteurs de risque, il faut avoir eu un traitement préalable TBC en contact direct avec un patient TB-MDR, des personnes de forte prévalence de TB-MDR, et c'est très important en Amérique latine. Il faut rappeler que lorsque vous avez des patients ayant des PV sensibles, la charge des aérosols est tellement faible qu'ils ne transmettent plus la maladie. Mais s'ils ont un MDR et on leur donne des traitements sensibles, ils continuent à éliminer un aérosol qui transmet la maladie. Un autre point que l'on reconnaît, c'est que lorsque l'on mesure l'impact de l'MDR chez des patients souffrant de HIV, la mortalité est très élevée par rapport aux patients qui ont le VIH mais qui n'ont pas de TB. Et quand ils sont TB sensibles, le TB sensible et HIV négatif, et vous avez cette courbe qui est en haut. TB résistante avec VIH, c'est une maladie très importante. La contagiosité est importante aussi, elle est remarquable. Donc, vous devez considérer ces deux points, la forte contagiosité et autres. Enfin, il y a une mortalité dans de nombreuses études de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres auteurs ont montré que la mortalité progressait suivant les CD4 quand on avait commencé le traitement. Voilà donc un autre message important. Il y a aussi beaucoup de difficultés pour travailler sur le MDR et on cherche de nouvelles drogues. Nous avons fait partie de cela lorsque nous avons commencé à utiliser la bédaquiline. Nous avons utilisé la bédaquiline qui, au bout de 8 semaines de traitement, les cultures étaient négatives beaucoup plus vite par comparaison au schéma de traitement standard sans bédaquiline. Nous avons détecté aussi que le QT changeait, mais cela n'avait pas une grande importance clinique. Ça, c'est une donnée importante. Cela a été publié en 2014 dans le New England Journal of Medicine et on voit là l'apparition d'une nouvelle drogue. Une autre étude internationale avec un groupe de médecins péruviens présente le délamanide comme une seconde drogue pour le TB. Lorsque vous avez une tuberculose résistante, multirésistante, l'un des problèmes, c'est que la mortalité reconnue par tuberculose est très élevée. L'efficacité, voyez là, la mortalité qui est remarquable, elle augmente de manière très importante suivant que vous avez des résistances au quinolone ou à d'autres drogues. Mais le taux de guérison se réduit encore plus que lorsque l'on avait ces souches résistantes. Je crois qu'il faut rappeler ce point. Rappelez-vous donc que le TB-MDR, qui est l'un des nouveaux problèmes, apparaît de manière mondiale
entre 4 et 6% avec des patients VIH et entre 8 et 12% maintenant. On voit donc apparaître ces traitements entre 18 et 24 mois avec des médicaments injectables, avec un schéma de 9 mois traitement oral. Et au Pérou, pour la tuberculose ultra-résistance, on a utilisé l'imipenem intraveineux avec l'amoxicilline clavulanique, linezolide et moxifloxacine. Vous voyez que cela a été fait avec 42 patients traités. Le nouveau problème, c'est qu'il fallait mettre un porte-cathéter pour mettre l'imipenem et l'amoxicilline clavulanique. Mais l'évolution était qu'à 6 mois, 75% étaient guéris avec une guérison bactériologique importante. Le linezolide est très intéressant comme drogue, comme un médicament. On l'utilisait à 600 2 fois par jour, mais cela provoquait une neurite et les mêmes lésions du chloramphénicol à d'autres époques. À l'heure actuelle, on sait qu'on n'a pas besoin de 600 2 fois par jour, mais seulement 1 fois par jour, ce qui limite beaucoup les effets indésirables. Il faut rappeler que l'on cherche à l'heure actuelle des traitements qui attaquent plusieurs points, c'est-à-dire que nous puissions attaquer la tuberculose sur plusieurs points. La bédaquiline ou l'imésolide ou la rifampicine ou les fluorquinolones ou des lamanides, chacun d'entre eux peut affecter ou peut traiter de manière importante. Récemment, nous avons eu la chance que cette étude qui a commencé en 2015, on a publié l'année dernière les premiers résultats sur 109 patients. C'était un traitement de XDR et MDR, mais avec 3 drogues orales, 3 médicaments oraux. Et on a trouvé que le taux de guérison était très élevé, la tolérance était bonne, mais on a utilisé le linezolide 2 fois par jour. À 600, ils ont eu de névropathie, une hypoplasie médulaire. Cela ressemble beaucoup à ce que provoque le chloramphénicol. Cela se réduit lorsque vous réduisez à 600 seulement un seul comprimé par jour. Ceci vient d'être publié et quand on voit que c'est une option importante pour les patients HIV et tuberculose, le MDR, le XDR peuvent bénéficier de ce nouveau système qu'il faut favoriser. Il ne s'agit que de 9 mois, 3 médicaments par voie orale, pas de médicaments injectables avec une très bonne tolérance. Je voudrais finir en disant ceci. Il est important que nous nous rappelions que la tuberculose peut tuer, mais c'est une maladie qui peut être prévenue en utilisant la BCG, en utilisant l'isoniazide chez les patients VIH. Il faut faire le PPD 5 mm ou plus positif, mais faire un traitement de 6 mois, il faut chercher le VIH avec un diagnostic et un traitement précoce parce que quand on leur donne Targa, le risque de développer une tuberculose est réduit de manière remarquable. Voilà donc les messages qu'il faudrait retenir. Je n'ai pas voulu parler de la clinique parce que Garcia Marquez, lorsqu'il l'a décrite d'une manière très belle dans son livre « Le général dans son labyrinthe ». Mais je conclus et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Ma présentation a été très rapide, très courte, mais je vous remercie énormément de l'invitation qui m'a été faite pour présenter un aperçu du VIH et de l'ATB parmi vous. Merci beaucoup. Cette table ronde sur le sida et la tuberculose va couvrir tous les aspects du diagnostic à la prophylaxie, au traitement, y compris au traitement de la tuberculose multirésistante, jusqu'à la problématique des enfants avec la tuberculose. Alors là, nous allons avoir 5 panélistes. On va d'abord commencer avec le docteur Bernard Liotto, qui va nous présenter l'aspect de la prophylaxie, puisqu'il y a de nouvelles recommandations, la prophylaxie des patients infectés au VIH, prophylaxie contre la tuberculose. Docteur Liotto. Merci, docteur Pape.
C'est fini. En 1993, Jean Pape et collaborateurs démontraient l'efficacité remarquable d'une prophylaxie de la tuberculose par l'INH chez les patients vivant avec le VIH en Haïti. Depuis sa publication Princeps, de nombreuses études avec des régimes divers ont confirmé la puissance de cette intervention. Mais la nécessité d'éliminer une tuberculose évolutive avant d'initier la prophylaxie et des réticences diverses ont jusqu'ici entravé la diffusion universelle de l'intervention. On note ainsi dans la diapositive prêtée par Constance Benson que seuls 20% des candidats potentiels à une prophylaxie à l'INH l'ont réellement adoptée. L'implémentation est très diversement adoptée d'un pays à l'autre. Plusieurs schémas de traitement préventif sont actuellement recommandés, reposant presque toujours sur la prescription d'isoniazid seule ou associée avec la rifampicine, ou encore, depuis peu, avec la rifapentine. La durée de la prophylaxie est en général variable de 3 à 9 mois. Une étude ACTG a amené un grand espoir de simplification de la prophylaxie en ramenant sa durée à seulement 1 mois lorsqu'on recourt à l'association INH et rifapentine. Ce schéma de traitement fait aussi bien que les 9 mois d'une traditionnelle prophylaxie à l'INH. Toutefois, des obstacles à l'adoption de ce schéma ultra court demeurent: le coût, l'accessibilité et l'évaluation pour les femmes enceintes et les enfants. Il faut aussi revenir sur le cas des pays ayant, comme Haïti, une incidence très élevée de la tuberculose. L'OMS recommande pour eux une prophylaxie à l'INH de 36 mois au moins, et même un maintien à vie de cette prophylaxie. Quelle place peut leur être offerte pour la prophylaxie ultra courte INH-rifapentine? Faut-il ou non envisager une répétition de ce schéma mensuel et à quel rythme? En conclusion, des schémas multiples de traitement préventif de la tuberculose sont offerts au PV-VIH avec des durées allant de 1 à 36 mois. La rifapentine apporte un énorme espoir de simplification, mais les modalités de recours à des cures uniques ou répétées devraient être évaluées pour les pays à incidence élevée de tuberculose. La plupart des études d'efficacité des traitements préventifs ont été conduites avant l'implémentation universelle des traitements ARV, qui eux-mêmes ont un large effet préventif sur l'incidence de la tuberculose. Une réévaluation de ces protocoles s'avère donc nécessaire. Merci de votre attention. Je vais vous faire l'introduction par Patrice. Patrice. Je peux démarrer? Oui. L'OMS est venue avec un nouveau guide de traitement en 2021 des patients VIH infectés ou non avec la tuberculose, consistant à les placer rapidement sous antirétroviraux. Docteur Patrice Sévère, qu'en est-il exactement? Je vous remercie, Dr. Pape. En effet, en 2021, l'OMS a fait de nouvelles recommandations en ce qui a trait au meilleur moment de débuter les antirétroviraux chez les patients co-infectés par la tuberculose. Qu'en est-il des guides de traitement antérieurs? En 2013, l'OMS recommande de débuter les antirétroviraux le plus vite possible, dans les 8 semaines après le début des antituberculeux. Si le taux de CD4 du patient est inférieur à 50 mm3, il fallait compter 2 semaines. Sur quoi se sont-ils basés?
Les arguments sont les suivants. Premièrement, cette approche permettait d'assurer une bonne tolérance des antituberculeux avant de débuter le traitement antirétroviral. Cette approche considérait aussi le risque accru de TB iris chez des patients avec un taux de CD4 élevé. Ils ont aussi remarqué qu'il n'y avait pas d'impact sur la mortalité. En 2017, qu'en est-il des recommandations pour les patients symptomatiques TB? Pour les patients symptomatiques TB, l'OMS recommande de retarder le traitement antirétroviral pendant que l'investigation d'une tuberculose est en cours. En 2021, ces recommandations ont été revues. En effet, l'OMS recommande de débuter les antirétroviraux le plus vite possible, et ceci dans les 2 semaines de l'initiation des antituberculeux, et ceci indépendamment du taux de CD4. Ils se sont basés sur les arguments suivants. Suite à une revue systématique, ils ont fait sortir le fait qu'il n'y avait pas d'impact sur la mortalité sur le temps de l'initiation des ARV, 2 semaines versus 8 semaines. Deuxièmement, débuter le traitement antirétroviral beaucoup plus tôt pourrait augmenter le risque de TB iris, mais sans provoquer aucun impact sur la mortalité. En fait, le comité a surtout insisté sur le bénéfice de la prise en charge globale du patient en débutant beaucoup plus tôt les antirétroviraux. Ils ont aussi fait ressortir que le régime utilisé, le TLD, est mieux toléré que les régimes antérieurs. Donc, qu'il était plus nécessaire de retarder le traitement TLD après l'initiation des antituberculeux. En ce qui a trait aux patients symptomatiques TB, l'OMS recommande désormais de débuter les ARV en attendant les résultats d'investigation de la tuberculose. Si cette pathologie, ce diagnostic est confirmé, et là, on pourrait initier le traitement. Il y a des arguments pour. Cette approche facilite une simplification des programmes. En effet, ça permet une meilleure gestion des patients enrôlés sur les ARV. Et potentiellement, cette approche pourrait diminuer le risque de perte de vue. Argument contre, le fait d'utiliser un traitement antirétroviral beaucoup plus puissant à base de dolutegravir, il existe en effet un risque accru de TB iris, surtout chez des patients à un stade avancé SIDA présentant une tuberculose non diagnostiquée. En conclusion, il nous faudrait davantage d'études sur les stratégies de dépistage de tuberculose et sur l'initiation des ARV chez les patients symptomatiques TB. Il nous faudrait aussi davantage de données qui nous permettraient de nous guider dans l'implémentation et la faisabilité dans les pays à faibles ressources. Il est toujours important de rappeler qu'il est urgent d'avoir des centres intégrés TB et VIH. Je vous remercie. Là, on va passer à la tuberculose multirésistante. Et finalement, il y a de nouvelles molécules dans le traitement de la tuberculose multirésistante, permettant des schémas de traitement plus courts et même en ambulatoire. Pouvez-vous, Dr Villebois, nous parler de votre expérience en Haïti, surtout concernant les patients avec tuberculose multirésistante et co-infectés avec le VIH? Merci, Dr. Pape. Avant l'avènement du nouveau régime de traitement TBMD de l'OMS, au centre GESPIO, nous utilisons de 2008 à 2019 un régime contenant un agent injectable d'une durée de 24 mois, comprenant 2 phases,
une phase intensive de 8 à 10 mois contenant la kanamycine ou la capreomycine, la levofloxacine, l'éthionamide, la cyclocérine et le pyrazinamide, suivi d'une phase de maintien de 14 à 16 mois contenant la levofloxacine, l'éthionamide, la cyclocérine et le pyrazinamide. De 2008 à mars 2019, nous avons enrôlé 425 patients TBMDR sous ce régime de traitement. 95 d'entre eux, soit 22%, étaient co-infectés au VIH. Comme effet secondaire observé, 2% des patients ont eu une néphrotoxicité sévère et 0,6% ont eu une hépatotoxicité. Le taux de succès était à peu près 80% et le taux de mortalité était de 11%. Et nous avons eu un taux d'abandon qui était aux environs de 9%. Le traitement de la tuberculose multirésistante chez les patients VIH-Sida est plus compliqué. Il requiert beaucoup de médicaments et est associé à beaucoup d'effets secondaires. Bien que les études montrent qu'il n'y a pas de grande différence dans le résultat du traitement des patients TBMDR VIH positifs versus ceux VIH négatifs, le résultat du traitement est moins favorable pour les patients co-infectés du VIH dans le programme de traitement TBMDR des centres de gestion. Ils ont un faible taux de succès, soit 70% comparé à 84% pour les patients VIH négatifs et un taux de mortalité élevé de 19% comparé à 9% pour ceux qui sont HIV négatifs. Par contre, avec le nouveau régime de traitement, TBMDR de l'OMS, qui consiste d'un traitement complètement oral, nous avons constaté de bons résultats, à la fois pour les patients MDR-TB VIH négatifs et pour les patients VIH positifs. Ce régime comprend 5 médicaments qui sont la bedaquiline, la levofloxacine, le linezolide, la clofazimine et le pyrazinamide, et la durée de ce traitement est de 20 mois. Nous avons tenu compte d'un petit échantillon de 32 patients TBMDR placés sous ce traitement durant la période allant d'avril 2019 à octobre 2019. 4 d'entre eux, et soit 13%, étaient co-infectés par le VIH. Comme effet secondaire observé chez cette cohorte de patients, aucun d'entre eux n'avait de néphrotoxicité sévère, mais 56% présentaient une hépatotoxicité mineure ou modérée. Avec ce régime, nous avons un taux de succès de 97% et un taux d'abandon de 3%, mais aucun cas de décès. Ce qui est intéressant, nous avons un taux de succès de 100% pour les patients co-infectés au VIH. Nous anticipons avec ce nouveau régime oral à base de bedaquiline une amélioration de la suivi des patients TBMDR vivant avec le VIH dans le programme de traitement de gestion. Merci de votre attention. Depuis quelques années, il y a des avancées dans le diagnostic. Nous allons demander au docteur Jean-Just de nous en parler, particulièrement chez les patients infectés au VIH et particulièrement également dans la recherche de cas de tuberculose. Merci, Dr. Pape. Avec la présentation clinique des deux pathologies se ressemble beaucoup, surtout avec la fièvre, la perte de poids, les lymphadenopathies, les sueurs profuses. Mais avec l'atout et les outils disponibles et les recommandations de l'OMS, parmi les outils, on a la bacilloscopie qui se fait de moins en moins avec l'arrivée du GeneXpert qui est plus spécifique et qui donne un résultat beaucoup plus rapide. Et on a le GeneXpert Ultra qui est plus sensible et aussi la radiographie et la culture. Tout ceci rend le diagnostic de la tuberculose encore plus facile. Mais avec l'expérience de GESCIO à travers des études dans l'unité de dépistage du VIH de GESCIO, à travers l'étude de 2018, et on a fait une étude rétrospective sur une année. Les 30 000 patients
qui avaient les 30 000 patients, non en arrière. Oui. Les 30 000 patients qui venaient de l'unité de dépistage du VIH, 10% avaient une toux chronique. Et parmi les 10%, 22% ont été diagnostiqués pour une tuberculose pulmonaire. D'où l'importance d'intégrer le screening, le dépistage systématique de la tuberculose dans l'unité de dépistage du VIH. Ce tableau nous montre l'importance du GeneXpert dans le dépistage de la tuberculose à travers l'étude Tuberix qu'on a réalisée. C'était une étude prospective et on a été rechercher des cas actifs dans la communauté, dans les bidonvilles de Port-au-Prince. On a screené à peu près plus de 100 000 patients et de ces 100 000, 7% avaient une toux chronique depuis plus de 2 semaines. Et parmi ces patients, 1110 cas de tuberculose active ont été diagnostiqués. Et de ces 1110 cas, 967 étaient VIH négatifs, 143 étaient VIH positifs. Parmi les VIH négatifs, 212 cas n'auraient pas été dépistés si le GeneXpert n'avait pas été fait. Et parmi les VIH+, 31% n'auraient pas été dépistés si le GeneXpert n'avait pas été fait. D'où l'importance de combiner la clinique, le GeneXpert et la culture et la radiographie dans le dépistage de la tuberculose. Mais il faut se rendre compte aussi, et pour les enfants, le diagnostic de la tuberculose est plus difficile. Je laisse la parole à mon collègue qui va nous en parler. Docteur Alcena, les enfants sont toujours ceux qui bénéficient le moins et tardivement des nouvelles technologies. Parlez-nous de la problématique de la tuberculose chez les enfants, du diagnostic au traitement. Merci, docteur. La tuberculose pédiatrique demeure un problème de santé publique majeur, particulièrement dans les pays à forte endémicité. L'OMS a estimé en 2015 plus de 2 millions de cas de tuberculose chez les moins de 15 ans et annuellement, on a recensé 32 000 cas de tuberculose multirésistante pédiatrique. Il faut dire que c'est une maladie aussi bacillière. Les signes et les symptômes cliniques sont non spécifiques chez les jeunes enfants. L'évolution de la maladie vers la forme active est beaucoup plus rapide, avec un taux de mortalité élevé, spécialement chez les enfants avec une co-infection, HIV, malnutrition sévère et les enfants ayant une forme grave de tuberculose, telle que la TB méningée et la tuberculose miliaire. Contrairement aux adultes, dont la microbiologie demeure le gold standard dans la confirmation du diagnostic de la tuberculose, chez les enfants, la situation est complètement différente. Dans une étude qui a été réalisée au Centre Gestion entre 2011 et 2015, chez 679 enfants, où on a analysé les tubages gastriques, cette étude a pu démontrer que seulement 1,7% de ces enfants ont eu une bacilloscopie positive, environ 10% ayant une culture positive, et le GeneXpert était positif dans 7% des cas. Ce qui nous montre que les résultats n'étaient pas aussi satisfaisants. D'où, dans la majorité des cas, pour faire le diagnostic de la tuberculose chez les enfants, on est obligé de recourir aux signes et symptômes cliniques ainsi que la radiographie. D'autrefois, le traitement d'épreuves demeure l'outil diagnostique important pour la confirmation de la tuberculose.
Non seulement on a des défis au niveau du diagnostic, mais aussi on a beaucoup d'autres défis à relever du point de vue de traitement. Il faut dire que les dosages pédiatriques ont été extrapolés à partir des dosages adultes. Et aussi, on a peu d'études de pharmacocinétique pour les médicaments anti-TB chez les enfants. Et dans les cas de tuberculose compliquée, telle que la tuberculose miliaire, la tuberculose osseuse et la tuberculose méningée, on ne sait pas exactement si les doses qu'on utilise chez les enfants, si ces doses-là sont appropriées. Actuellement, au centre GESCIO, on est en train de mener une étude sur la pharmacocinétique des drogues anti-TB chez les enfants avec malnutrition. Et c'est une étude qui va nous permettre de voir l'impact de la malnutrition sur le métabolisme de la rifampicine et l'isoniazide. On a aussi d'autres études à l'échelle internationale et dans le réseau ACTG Impact, dont GESCIO fait partie, qui se font pour évaluer le dosage approprié du traitement, le dosage approprié dans le traitement de la tuberculose, tant pour le traitement de la tuberculose multirésistante que pour la prophylaxie. En conclusion, la tuberculose pédiatrique est sous-diagnostiquée et a un faux taux de mortalité chez les jeunes enfants. On a besoin de développer de meilleurs outils diagnostiques pour les enfants et aussi d'avoir beaucoup plus de recherche afin d'optimiser le traitement pédiatrique. Merci. Très intéressant. Docteur Marie Deschamps va conclure cette session sur cette table ronde sur la tuberculose et le VIH. Merci, Dr. Pape. Tout d'abord, on voudrait féliciter et remercier les panélistes qui ont mis en revue les différents points importants sur la co-infection VIH-TB. Le docteur Liotto a présenté tout d'abord et soulevé des questions sur la durée de la prophylaxie chez ces patients co-infectés VIH et les différents schémas qui varient de pays à l'autre et encouragent que d'autres recherches se poursuivent. Quant au docteur Sévère, Patrice Sévère, il nous a analysé les conséquences de changements majeurs portés par l'OMS dans le cadre de guides de traitement chez les patients co-infectés VIH-TB. Et lui aussi, il encourage que des recherches se poursuivent dans ce domaine. Le docteur Villeboin nous a entretenu des perspectives nouvelles dans les schémas de traitement de la tuberculose multirésistante et aussi ceux co-infectés au VIH, particulièrement au GESCIO, et a fait aussi ressortir les cas de toxicité, les risques de toxicité et de mortalité. Le docteur Jean Juste nous a montré, quant à lui, comment, au point de vue clinique, ces deux pathologies se ressemblent, VIH et aussi TB, et comment les avancées de diagnostic sont venues faciliter la recherche dans ce domaine, et signalant particulièrement le rôle de la bacilloscopie, la culture, le GeneXpert et le GeneXpert Ultra. Le docteur Alsena a conclu pour les pédiatres. Elle a montré en effet que la pédiatrie constitue toujours le parent pauvre dans le cadre du diagnostic de la tuberculose et le traitement de la tuberculose chez les enfants et du besoin de mener davantage de recherches dans ce domaine pour diminuer la mortalité chez les enfants et optimiser le traitement. Merci encore une fois. Je remercie les panélistes qui ont fait un travail formidable. Merci, Dr. Pape. Merci aux panélistes, aux différents panélistes pour leur contribution à cette session, à cette deuxième session. On remercie tout d'abord le docteur Liotto qui nous a entretenus et revus et rappelé les recommandations faites lors de la rencontre tenue en Haïti en 2018 du symposium de l'AES. Le docteur Liotto a repris pour nous les recommandations essentielles faites durant ce symposium. Et nous tenons aussi à remercier le docteur Maria Rodriguez
qui a mis en revue les nouvelles recommandations sur le traitement de la tuberculose et la tuberculose multirésistante provenant de la République dominicaine et de l'OMS, et le docteur Gotuso, qui a aussi couvert les expériences en Amérique latine, plus spécialement celle du Pérou, mais ciblant lui particulièrement la co-infection VIH-TB. Nous profitons pour remercier tous ceux qui ont participé à cette session et souhaitons que cette session vous a été utile et intéressante. Nous espérons que les leçons tirées de cette session vous aideront dans votre pratique, dans votre carrière, dans votre pratique professionnelle et vous aident à mieux comprendre les problèmes liés à la co-infection VIH-TB en Amérique latine, Caraïbes, et ciblant particulièrement les effets secondaires, les comorbidités et les nouveaux schémas thérapeutiques et les guides de prise en charge proposés par l'OMS. Nous vous encourageons aussi de partager les leçons apprises de cette session avec vos collègues et collaborateurs qui n'ont pas pu participer à cette session. Ces recommandations seront disponibles bientôt sur le site AES et pourront être partagées virtuellement et seront gratuites. Pour toute question, nous vous prions de visiter le site à la page dédiée à cet effet, à l'application AES Membership Team. Merci à tous. On se reverra à la 3e session de 14h à 15h et je vous remercie. S'il vous plaît, restez connectés au lien et la plateforme pour la 3e session de la même façon que vous avez pu assister à la 2e session. Merci et au revoir.